Cette vieille femme tient à peine debout et ne se souvient même plus des choses. Nous devons nous occuper de son patrimoine. C'est ce que ma belle-fille a déclaré contre moi. Le juge l'a regardée droit dans les yeux et a répondu : « Madame, cette femme est la magistrate la plus respectée de la région. Je suis honorée de vous avoir parmi nous. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et commentez le nom de la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où mon témoignage a voyagé. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 64 ans, après avoir passé près de 30 ans à rendre la justice comme l'une des magistrates les plus estimées de notre région, je me retrouverais assise dans mon propre salon, à lire une requête légale qui me dépeignait comme une vieille femme sénile, incapable de prendre soin d'elle-même. Les papiers tremblaient entre mes mains tandis que je lisais les allégations. La requérante sollicite la mise sous tutelle d'urgence d'Hélène Dubois en raison d'un déclin cognitif sévère et d'une incapacité à gérer les activités quotidiennes en toute sécurité. Les mots étaient comme des coups de poignard, chaque ligne plus dévastatrice que la précédente. C'était Florence, ma belle-fille, qui avait déposé cette requête. Florence, qui faisait partie de notre famille depuis 8 ans, que j'avais accueillie à bras ouverts quand Mathieu l'avait ramenée à la maison, qui m'avait donné 2 magnifiques petits-enfants que j'adorais. Les preuves qu'elle présentait étaient méthodiques, détaillées et complètement fabriquées. Le sujet oublie fréquemment ses rendez-vous et devient confuse quant à l'heure et au lieu. Ai-je lu à voix haute dans ma maison vide, la voix brisée. Mardi dernier, j'étais arrivée avec 20 minutes de retard pour déjeuner avec ma voisine Danielle parce que j'avais perdu la notion du temps en examinant des dossiers pour une association d'aide juridique. Un événement normal pour toute personne active, transformé en quelque chose de sinistre. Le sujet montre des signes de paranoïa et porte des accusations sans fondement contre les membres de sa famille. Cela faisait référence à la fois où j'avais demandé pourquoi Florence avait besoin d'accéder à mes relevés bancaires pour, disait-elle, m'aider à organiser mes affaires. Quand j'avais poliment décliné, expliquant que je préférais gérer mes propres finances, elle était devenue froide et distante. Le sujet présente un comportement dangereux, comme laisser les plaques de cuisson allumées et oublier de fermer les portes à clé. J'ai fixé cette ligne, sentant un frisson me parcourir l'échine. Il y a 2 semaines, je préparais le dîner quand on a sonné à la porte. C'était un livreur avec un colis pour ma voisine. J'ai signé et je le lui ai apporté, discutant avec elle, peut être 10 minutes. En revenant, j'ai trouvé la plaque encore allumée sous ma casserole de soupe. Je l'ai simplement éteinte et n'y ai plus pensé. Comment Florence pouvait-elle savoir cela à moins qu'elle n'ait surveillé ma maison ? La prise de conscience m'a frappée comme un coup de massue. Elle m'avait observée, étudiée, documentant chaque moment humain normal d'oubli ou de distraction et le transformant en preuve d'incompétence mentale. Mes mains tremblaient en continuant ma lecture. Le fils du sujet, Mathieu Dubois, soutient cette requête par souci pour le bien-être et la sécurité de sa mère. La trahison était plus profonde que n'aurait pu l'être l'attaque d'un étranger. Mon propre fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père quand il avait 12 ans, avait apposé sa signature sur ce document, me déclarant inapte. J'ai posé les papiers et me suis dirigée vers la fenêtre de ma cuisine, la même fenêtre où je m'étais tenue d'innombrables matins à regarder Mathieu marcher vers l'arrêt de bus de l'école, où je l'avais attendu rentrer de ses rendez-vous galants à l'adolescence, où j'avais pleuré des larmes de joie en le voyant obtenir son diplôme universitaire. La vue était la même, mais tout avait changé. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. J'ai failli ne pas répondre, mais des années de formation judiciaire m'avaient appris à affronter les problèmes de front. Maman, la voix de Mathieu semblait tendue, incertaine. Bonjour mon chéri. J'ai gardé une voix stable, bien que mon cœur battait à tout rompre. Est-ce que tu as reçu les papiers ? Oui, je les ai reçus. J'ai attendu, espérant qu'il m'expliquerait. Qu'il me dirait que tout cela était une erreur, qu'il avait été contraint d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, il y eut un long silence avant qu'il ne dise « Florence pense que c'est pour le mieux. Elle s'inquiète que tu vives seule. Et honnêtement, moi aussi. Inquiète de quoi exactement ? Ai-je demandé, mes instincts de juge se réveillant ? Ai-je jamais été autre chose qu'indépendante et capable ? Il ne s'agit pas du passé, maman. Il s'agit d'eux. Eh bien, tu vieillis. Le mois dernier, quand nous sommes venus, tu avais l'air confuse sur le jour de la semaine. Et Florence a mentionné que tu te comportais bizarrement ces derniers temps. Bizarrement comment ? Ma voix était plus tranchante maintenant. Mathieu a hésité. Tu oublies des choses, tu laisses des appareils allumés. Elle est juste inquiète qu'il puisse t'arriver quelque chose. La manière prudente dont il parlait m'a tout dit. Ce n'étaient pas ses observations. C'étaient les mots de Florence qui sortaient de sa bouche. Mon fils, si brillant et accompli,
Un directeur marketing qui négociait des contrats de plusieurs millions d'euros avait été complètement manipulé par sa femme. « Mathieu, dis-je avec soin, quand as-tu personnellement été témoin de l'un de ces incidents ?» Une autre pause. « Eh bien, Florence m'en a parlé. Elle ne mentirait pas sur quelque chose comme ça, maman. Elle t'aime. L'amour. » Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Voilà à quoi ressemblait l'amour dans le monde de Florence. Priveur quelqu'un de son autonomie sous le couvert de la protection. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et me suis assise dans mon bureau, entourée des livres de droit et des revues juridiques qui avaient été mes compagnons pendant des décennies. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais présidé des centaines d'affaires de tutelle, vu des familles déchirées par la cupidité, la manipulation et les fausses inquiétudes. Je connaissais les signes, les schémas, les tactiques utilisées par ceux qui cherchent à contrôler des adultes vulnérables. Le problème, c'est que je n'étais pas vulnérable. Du moins, je ne l'avais pas été jusqu'à maintenant. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à prendre des notes de la même manière que j'avais abordé chaque cas complexe tout au long de ma carrière. Mais cette fois, je n'étais pas la juge. J'étais la cible. L'audience était prévue pour vendredi prochain. En moins d'une semaine, je serais assise dans une salle d'audience, non pas derrière le banc où était ma place, mais à la table de la défense, luttant pour ma propre liberté et ma dignité. La requête demandait une mise sous tutelle temporaire d'urgence, ce qui signifiait que si le juge leur donnait raison, je pourrais perdre immédiatement le contrôle de mes finances, de mes décisions médicales et même de mon lieu de vie. J'ai pensé appeler mon avocat, Maître Durand, qui s'occupait de mes affaires juridiques depuis des années, mais quelque chose m'a retenue. Si je prenais un avocat immédiatement, cela pourrait être vu comme une confirmation que j'avais besoin d'aide pour gérer mes affaires. Le cercle vicieux était exaspérant. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, le regard fixé au plafond, rejouant chaque interaction que j'avais eue avec Florence au cours des derniers mois. La façon dont elle avait insisté pour réorganiser mon armoire à pharmacie pour m'aider à ne rien oublier. Les fois où elle avait suggéré que je pourrais envisager un service de ménage parce que s'occuper de la maison devient plus difficile avec l'âge. Les regards inquiets qu'elle avait échangés avec Mathieu quand je leur avais parlé de ma décision de faire un don à une fondation pour les jeunes étudiants en droit. Chaque acte de gentillesse avait été un coup aux échecs. Chaque expression d'inquiétude avait été une collecte de renseignements pour ce moment précis. Le plus douloureux n'était pas la bataille juridique à venir. C'était la prise de conscience que mon fils, la personne que j'aimais le plus au monde, avait choisi de croire le pire de moi plutôt que de soutenir la femme qui avait tout sacrifié pour l'élever. Mais j'étais Hélène Dubois. J'avais passé ma carrière à me battre pour la justice, à protéger les innocents et à déceler les mensonges et la manipulation. Florence avait commis une erreur critique dans son attaque calculée. Elle avait sous-estimé exactement à qui elle avait affaire. Le harcèlement a commencé 3 jours après que j'ai reçu la requête de mise sous tutelle. Au début, j'ai pensé que j'étais paranoïaque, ironique, considérant que c'était l'une des allégations de Florence contre moi. Mais ensuite, j'ai commencé à prêter attention avec la même précision méthodique que j'utilisais pour analyser les preuves dans ma salle d'audience. Mardi matin, j'étais au supermarché quand j'ai remarqué l'amie de Florence, Jennifer, qui me filmait avec son téléphone. J'étais dans le rayon des confitures, comparant les prix entre 2 marques. Une activité parfaitement normale, mais Jennifer s'est positionnée pour capturer le moment où je prenais un pot, le reposais, puis en prenais un autre. Pour quelqu'un qui regarderait la vidéo plus tard, cela pourrait ressembler à de la confusion ou de l'indécision plutôt qu'un simple comparatif d'achat. Quand je me suis approchée de Jennifer, elle a rapidement rangé son téléphone et a fait semblant de s'intéresser aux barres de céréales. « Oh bonjour, Madame Dubois. Quelle coïncidence de vous croiser ici. »« Bonjour, Jennifer. J'ai gardé une voix agréable, mais ferme. »« Étiez-vous en train de me filmer ?» Son visage est devenu rouge vif. « Filmeur ? Non, je vérifiais juste mes messages. Vous savez comment sont ces téléphones. Elle s'est dépêchée de partir avant que je puisse répondre. Cet après-midi-là, ma voisine, Madame Voisin, a appelé. « Hélène, ma chère, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de demander, mais est-ce que vous vous sentez bien ? Florence est passée tout à l'heure et a mentionné que vous aviez quelques soucis de santé. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Que vous a-t-elle dit exactement ? Eh bien, elle a dit que vous aviez quelques problèmes de mémoire et que la famille s'inquiétait que vous viviez seule. Elle m'a demandé de garder un œil sur vous et de lui faire savoir si je remarquais quelque chose d'inquiétant. Je sentais les murs se refermer sur moi. Florence approchait systématiquement mon cercle social, semant le doute sur mes capacités mentales. Elle créait un réseau de personnes qui seraient prêtes à voir des signes de déclin qui n'existaient pas. « Madame Voisin, dis-je avec précaution, y a-t-il eu quoi que ce soit dans mon comportement récemment qui vous ait inquiété ? Des conversations que nous avons eues où j'ai semblé confuse ou désorientée ?
Il y eut une pause. « Eh bien non, ma chère, vous avez toujours été vive comme l'éclair. » Mais Florence semblait si inquiète. Et elle vous connaît mieux que moi. C'était la partie insidieuse de la stratégie de Florence. Elle se positionnait comme l'experte de mon état, le membre de la famille concerné avec des informations privilégiées. Pendant ce temps, elle entraînait les autres à interpréter mon comportement normal à travers le prisme d'une démence suspectée. Mercredi a amené une visite de Mathieu et Florence. Ils sont arrivés à l'improviste alors que j'étais dans mon jardin m'occupant de mes rosiers. J'étais sale à cause du désherbage, mes cheveux étaient en désordre et j'avais de la terre sous les ongles. En d'autres termes, je ressemblais exactement à quelqu'un qui avait jardiné. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici dehors ?» a demandé Mathieu. Sa voix teintée de ce nouveau ton de condescendance inquiète que j'apprenais à détester. « Je jardine », ai-je répondu en désignant l'évidence. Les rosiers avaient besoin d'être taillés et les mauvaises herbes prenaient le dessus. Florence a échangé un regard lourd de sens avec Mathieu. « Hélène, ma chérie, il fait presque 30 degrés ici. Tu ne penses pas que tu devrais rentrer te rafraîchir ?» J'ai jeté un œil à ma montre. Il était à peine 10 heures du matin et la température était probablement autour de 24 degrés, mais je savais que c'était un autre piège. Si je la corrigeais, je serais perçue comme argumentative. Si j'étais d'accord, je confirmerais que j'avais un mauvais jugement sur ma propre sécurité. « Je venais juste de finir, dis-je en retirant mes gants de jardinage. Une fois à l'intérieur, Florence s'est empressée de me servir un verre d'eau et de vérifier que j'avais mis de la crème solaire. Sa sollicitude ressemblait à une performance. Et j'ai réalisé, avec une alarme croissante, que Mathieu gobait tout. Il voyait sa femme comme la belle-fille attentionnée s'occupant de sa mère de plus en plus fragile. « Maman, nous voulions te parler de la possibilité d'avoir de l'aide à la maison, a dit Mathieu, alors que nous étions assis dans mon salon. Peu. Être quelqu'un qui viendrait quelques fois par semaine pour aider avec le ménage et la cuisine. Je n'ai pas besoin d'aide pour le ménage et la cuisine. Ai-je répondu. Je gère cette maison parfaitement bien depuis 23 ans. Florence se pencha en avant, son expression sympathique. Bien sûr que oui, Hélène, mais les choses changent en vieillissant. Il n'y a aucune honte à accepter un peu d'aide. Quelles choses ont changé ? Ai-je demandé sèchement. Spécifiquement. Un autre de ces regards complices entre eux. Eh bien, dit Florence prudemment, Mathieu a mentionné que lorsqu'il a appelé la semaine dernière, tu semblais confuse sur le jour de la semaine. J'ai fixé mon fils. Quand exactement a eu lieu cette conversation ? Mathieu s'est agité, mal à l'aise. Je ne suis pas sûre du jour exact. C'était jeudi soir, dis-je. Tu as appelé pendant que je préparais le dîner. Tu m'as demandé ce que je faisais ce week-end, et j'ai dit que je n'étais pas encore sûre parce que je devais vérifier mon agenda. Vérifier son agenda avant de faire des projets n'est pas de la confusion, Mathieu. C'est de l'organisation. Le silence qui a suivi était révélateur. La mâchoire de Florence s'est contractée de manière presque imperceptible, mais je l'ai vue. Elle n'aimait pas que son récit soit contesté par des faits. « L'important, dit-elle en se reprenant rapidement, c'est que nous t'aimons tous et voulons nous assurer que tu es en sécurité et à l'aise. C'est tout ce dont il s'agit. » Après leur départ, je me suis assise dans mon bureau et j'ai noté chaque détail de la conversation. Je constituais mon propre dossier maintenant, documentant chaque instance de leur manipulation et de leur distorsion. Jeudi soir a apporté le développement le plus inquiétant. Je préparais le dîner quand mon détecteur de fumée s'est déclenché. Le poulet dans mon four avait commencé à fumer légèrement. Pas à brûler, juste le résultat normal d'un peu de marinade qui avait coulé sur le fond chaud du four. J'ai éteint le four, ouvert les fenêtres et agité un torchon devant le détecteur jusqu'à ce qu'il s'arrête. 20 minutes plus tard, on a sonné à ma porte. C'était les pompiers. « Madame, nous avons reçu un appel concernant un possible incendie à cette adresse, » a dit le capitaine. « Un incendie ? Non, il n'y a pas d'incendie. Mon détecteur de fumée s'est déclenché brièvement quand quelque chose a coulé dans mon four, mais tout va bien maintenant. » Il avait l'air inquiet. L'appelant a dit qu'il s'inquiétait pour une résidente âgée qui pourrait être en danger. Résidente âgée. L'expression m'a piqué au vif. Puis-je demander qui a appelé ? C'était un appel anonyme, madame. Mais puisque nous sommes là, cela vous dérangerait-il si nous jetions un rapide coup d'œil pour nous assurer que tout est en sécurité ? Je les ai invités à entrer, sachant que je n'avais pas le choix. Ils n'ont rien trouvé d'anormal, bien sûr, mais leur visite avait été vue par plusieurs voisins. Le lendemain, l'histoire serait que les pompiers avaient dû venir voir Hélène Dubois parce qu'elle avait eu une sorte d'incident en cuisine. Cette nuit-là, j'ai appelé mon amie et ancienne collègue, la juge Isabelle Lefebvre. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans avant sa retraite, et j'avais une confiance absolue en son jugement. « Isabelle, j'ai besoin de conseils, » dis-je, et je lui ai expliqué la situation. Sa réponse a été immédiate et féroce. « Hélène, c'est de la maltraitance de personnes âgées.
de la manipulation financière et émotionnelle classique. Tu dois te battre avec tout ce que tu as. Mais si je me trompe, et si je commence vraiment à perdre la tête et que je ne le vois pas? Arrête tout de suite, dit-elle fermement. Je te connais depuis 20 ans. Ton esprit est aussi vif aujourd'hui qu'il l'était quand tu avais 40 ans. Ne les laisse pas te manipuler au point de douter de ta propre santé mentale. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais ils cristallisaient aussi ma peur grandissante. Si Florence était prête à appeler les pompiers pour créer une fausse urgence, de quoi d'autre était-elle capable? Jusqu'où irait-elle pour construire son dossier contre moi? J'étais sur le point de le découvrir. L'audience n'était que dans 2 jours. Et j'avais le sentiment que la campagne de preuves fabriquée de Florence ne faisait que commencer. Alors que je me préparais à aller au lit cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas être une victime passive dans cette agression contre ma vie et ma dignité. J'allais me battre en utilisant chaque compétence que j'avais acquise en 30 ans de pratique juridique. Mais d'abord, je devais survivre à tout ce que Florence avait prévu pour les prochaines 48 heures. Le palais de justice semblait étranger sous mes pieds alors que je franchissais des portes que j'avais passées des milliers de fois. Mais cette fois, je ne portais pas ma robe de magistrat. Je ne portais pas de dossier à examiner. Je me dirigeais vers la salle d'audience B en tant qu'accusée dans ma propre vie, vêtue de mon meilleur tailleur bleu marine, et portant un dossier contenant la maigre défense que j'avais pu rassembler contre l'attaque calculée de ma belle-fille. Le juge Bernard Martin présidait, un homme que je connaissais professionnellement depuis 15 ans, mais qui devrait faire semblant de ne pas me reconnaître pour maintenir l'apparence d'impartialité. La cruelle ironie ne m'échappait pas, cette audience se déroulait dans le bâtiment même où j'avais passé ma carrière à protéger les gens contre exactement ce genre d'abus. La salle d'audience était plus bondée que je ne l'avais prévu. Florence avait bien fait son travail, remplissant la galerie de voisins, de connaissances de la paroisse et d'amis de la famille qui avaient été conditionnés à me voir comme une figure tragique ayant besoin de protection plutôt que comme une femme compétente luttant pour sa liberté. Je me suis assise seule à la table de la défenderesse. J'avais pris la décision difficile de ne pas engager d'avocat, sachant que cela pourrait être perçu soit comme la preuve que je ne pouvais pas gérer mes affaires, soit comme la preuve que j'étais inutilement combative. Dans les 2 cas, cela jouerait contre moi. L'avocat de Florence, maître Lambert, était un spécialiste du droit des aînés et pas du genre qui protège les seniors. Il était du genre à faire des carrières lucratives sur les affaires de tutelle, prélevant des honoraires substantiels sur les patrimoines qu'il aidait à placer sous contrôle judiciaire. Sa déclaration liminaire était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. « Votre honneur, ce n'est pas une affaire compliquée », commença Lambert, sa voix dégoulinant d'une sympathie étudiée. « Nous avons une femme autrefois capable qui connaît le déclin naturel mais déchirant, qui affecte tant de nos aînés. La défenderesse Hélène Dubois était autrefois une personne vive et indépendante, mais l'âge a commencé à faire des ravages. Je me suis forcée à rester sans expression alors qu'il peignait le portrait d'une vieille femme confuse et dangereuse dont la famille cherchait à contre-cœur l'intervention du tribunal par amour et par inquiétude. La requérante, Madame Florence Dubois, se présente devant ce tribunal non pas pour un gain personnel, mais en essayant désespérément de protéger sa belle-mère bien-aimée des dangers que son état présente maintenant. Belle-mère bien-aimée. J'ai failli rire de l'audace. Le premier témoin de Lambert était le docteur Laurent Moreau, un médecin que j'avais jamais rencontré et qui prétendait m'avoir évalué sur la base de rapports de membres de la famille. Son témoignage était dévastateur dans son détachement clinique. Sur la base des schémas comportementaux qui m'ont été décrits par la famille, Madame Dubois semble présenter des signes compatibles avec un stade précoce de démence. Les incidents de confusion, de perte de mémoire et de mauvais jugement sont des indicateurs classiques du déclin cognitif. Docteur, continua Lambert, à votre avis professionnel, serait-il dangereux pour Madame Dubois de continuer à vivre de manière indépendante, compte tenu des incidents documentés, laisser des appareils allumés, être désorientée quant à l'heure et au lieu présenter un comportement paranoïaque envers les membres de la famille? Oui, je crois que la vie indépendante pose des risques de sécurité importants. Les incidents documentés, chacun soigneusement orchestré par Florence, et présenté comme un fait médical par un médecin qui ne m'avait jamais réellement examiné. Quand Lambert a proposé le docteur Moreau pour le contre-interrogatoire, je me suis levée lentement. C'était ma première chance de riposter et j'avais l'intention de la saisir. Docteur Moreau, vous avez mentionné que votre évaluation était basée sur des rapports de membres de la famille. M'avez-vous personnellement examiné? Non, je ne l'ai pas fait. Avez-vous examiné l'un de mes dossiers médicaux? On m'a dit que Madame Dubois avait refusé de communiquer ses dossiers médicaux pour évaluation. J'ai senti une bouffée de colère. Docteur, on ne m'a jamais demandé de communiquer le moindre dossier médical. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle demande.
Lambert a objecté, mais le juge Martin a autorisé la question. Une petite fissure dans leur récit parfait. Docteur Moreau, êtes-vous conscient que poser un diagnostic de démence nécessite généralement des tests approfondis, y compris des évaluations cognitives, une imagerie cérébrale et des analyses de sang? Oui, bien sûr. Et vous n'avez effectué aucun de ces tests? Non. Mais les rapports de la famille étaient assez détaillés et compatibles avec. Docteur, si je vous disais que je peux réciter les articles de la Constitution dans l'ordre, expliquer les précédents juridiques qui ont façonné le droit moderne de la responsabilité civile et équilibré mon carnet de chèques au centime près, cela changerait-il votre évaluation? Le docteur Moreau parut mal à l'aise. Je devrais évaluer cette information dans son contexte. Le contexte étant des faits réels plutôt que des oui-dire. L'objection de Lambert fut maintenue cette fois, mais j'avais marqué mon point. L'évaluation du docteur Moreau ne valait rien, et quiconque était attentif pouvait le voir. Ensuite vint le défilé de témoins que Florence avait rassemblés. Madame Voisin a témoigné de sa confusion lorsque Florence l'avait avertie de mon état. Jennifer a décrit m'avoir filmé au supermarché, affirmant qu'elle s'était inquiétée de mon comportement. Le capitaine des pompiers a témoigné de l'incident du détecteur de fumée, bien qu'il ait admis qu'il n'y avait eu ni incendie réel ni danger. Chaque témoin peignait le même tableau. Une femme, autrefois vive, qui perdait maintenant pied avec la réalité. Un danger pour elle-même et pour les autres. L'effet cumulatif était accablant, même si je pouvais voir la manipulation derrière chaque témoignage. Mais le pire était encore à venir. Votre honneur, j'appelle Mathieu Dubois à la barre. Mon cœur s'est brisé alors que mon fils se dirigeait vers la barre des témoins. Il n'a pas croisé mon regard pendant qu'il prêtait serment. C'était le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, l'adolescent que j'avais aidé tard le soir avec ses devoirs de mathématiques, le jeune homme que j'avais été si fière de voir obtenir son diplôme. Maintenant, il s'apprêtait à témoigner contre moi en audience publique. L'interrogatoire de Lambert était doux, conçu pour dépeindre Mathieu comme un fils aimant prenant une décision déchirante. « Monsieur Dubois, cela doit être incroyablement difficile pour vous. »« Ça l'est, dit Mathieu, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'aime ma mère, elle a toujours été mon héroïne. Mais dernièrement, qu'avez-vous observé dernièrement qui vous inquiète ?» Mathieu m'a finalement regardé et j'ai vu une véritable angoisse dans ses yeux. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait se rétracter, qu'il pourrait dire la vérité sur la manipulation de Florence. Au lieu de cela, il a répété les mensonges que sa femme lui avait servis. Elle semble confuse avec le temps. La semaine dernière, elle pensait que notre déjeuner était mardi alors qu'il était prévu pour jeudi. Elle a pris des décisions financières étranges, faisant des dons importants à des œuvres de charité, sans en discuter avec la famille. Et il y a eu des problèmes de sécurité. Laisser la cuisinière allumée, oublier de fermer les portes à clé. Chaque mot était un couteau dans ma poitrine. Mon propre enfant, instrumentalisé contre moi par une femme qui ne me voyait que comme un obstacle à ses ambitions. Monsieur Dubois, croyez-vous que votre mère est capable de gérer ses propres affaires en toute sécurité ? Mathieu pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je ne pense pas qu'elle le soit. Et ça me tue de le dire. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même s'il lui arrivait quelque chose parce que j'ai été trop égoïste pour parler. Égoïste. Le mot m'a frappé comme un coup. Mathieu croyait sincèrement qu'il me protégeait. Florence l'avait si complètement manipulé qu'il voyait sa trahison comme un acte d'amour. Quand ce fut mon tour de l'interroger, je me suis levée sur des jambes tremblantes. C'était mon fils, mais je devais le traiter comme n'importe quel autre témoin hostile. Mathieu, tu as mentionné des décisions financières qui t'inquiétaient. Fais-tu référence à mon don à la Fondation pour les étudiants en droit ? Oui, entre autres. Sais-tu que je fais un don à cette fondation chaque année depuis 10 ans ? Il parut confus. Non, je ne le savais pas. Es-tu au courant de ma situation financière actuelle, mes actifs, mes dettes, mes dépenses mensuelles ? Eh bien non. Mais, donc, quand tu as témoigné sur des décisions financières étranges, tu témoignais en fait sur des décisions prises par quelqu'un dont tu ne connais absolument pas la situation financière. Mathieu parut accablé. Maman, je veux juste te protéger. De quoi, mon chéri ? De continuer à vivre la même vie responsable et indépendante que je mène depuis des décennies ? Lambert a objecté avant que Mathieu ne puisse répondre, mais le mal était fait. Le témoignage de mon fils s'effondrait sous l'examen, se révélant être le produit de la manipulation plutôt que d'une observation authentique. Mais le pire moment est venu quand Lambert a appelé son témoin vedette. « Votre honneur, j'appelle Florence Dubois à la barre. » Ma belle-fille s'est avancée vers la barre des témoins avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné.
Elle était parfaitement vêtue d'un tailleur gris conservateur, ses cheveux tirés en un chignon modeste, son maquillage appliqué pour suggérer une beauté naturelle sans vanité. Tout dans son apparence était calculé pour la présenter comme le membre de la famille responsable et attentionné. Son témoignage fut un tour de force, de larmes de crocodile et d'inquiétudes fabriquées. Elle a parlé de son amour pour moi, de son angoisse en voyant mon déclin, de ses tentatives désespérées pour m'aider à maintenir ma dignité, tout en assurant ma sécurité. Madame Dubois, pouvez-vous décrire quelques incidents spécifiques qui ont conduit à votre décision de demander la tutelle ? Florence a tamponné ses yeux avec un mouchoir avant de répondre. C'est si difficile d'en parler parce que j'aime tellement Hélène. Mais il y a eu tellement d'incidents inquiétants. Le mois dernier, je l'ai trouvée dans sa cuisine à 2 heures du matin, entièrement habillée, insistant sur le fait qu'il était temps d'aller travailler. Quand je lui ai gentiment rappelé qu'elle est à la retraite, elle s'est mise en colère et m'a accusée d'essayer de la contrôler. Je la fixais sous le choc. Cet incident n'avait jamais eu lieu. Elle mentait sous serment, créant des scénarios détaillés qui n'existaient que dans son imagination. Elle a donné des héritages de famille à des étrangers, a continué Florence. Des pièces importantes qui sont dans la famille depuis des générations. Quand Mathieu a essayé d'en discuter avec elle, elle est devenue paranoïaque et nous a accusés d'essayer de la voler. Une autre invention complète. Je n'avais donné aucun héritage de famille à qui que ce soit. Le plus préoccupant, ce sont les problèmes de sécurité. J'ai trouvé sa porte d'entrée non verrouillée au milieu de la nuit. Elle a laissé couler l'eau jusqu'à inonder la salle de bain. La semaine dernière, je suis arrivée pour trouver sa maison pleine de fumée parce qu'elle avait oublié quelque chose dans le four et ne se souvenait plus comment éteindre le détecteur de fumée. L'incident du détecteur de fumée, tordu au-delà de toute reconnaissance. Dans la version de Florence, j'étais une vieille femme confuse qui ne pouvait pas faire fonctionner les appareils ménagers de base. En réalité, j'avais géré un incident de cuisine mineur avec une compétence totale. Mais le chef-d'œuvre de sa performance est venu lorsque Lambert l'a interrogé sur ma relation avec Mathieu. Comment l'état de Madame Dubois a-t-il affecté sa relation avec son fils ? La voix de Florence s'est brisée de manière convaincante. C'est déchirant. Elle est devenue de plus en plus hostile envers Mathieu, l'accusant de travailler contre elle. La semaine dernière, elle lui a dit qu'il était une déception et qu'elle regrettait de ne jamais avoir eu d'enfant. Elle ne semble pas se souvenir à quel point il l'a toujours aimée. Le mensonge était si scandaleux, si complètement à l'opposé de la réalité que j'ai ressenti une nausée physique. Mais je pouvais voir que cela fonctionnait sur le public de la salle d'audience. Les gens hochaient la tête avec sympathie, me regardant avec pitié et inquiétude. Mathieu avait l'air dévasté, confirmant que c'était la première fois qu'il entendait parler de cette prétendue conversation parce qu'elle n'avait jamais eu lieu. Quand Florence a quitté la barre des témoins, elle m'a regardé directement avec un petit sourire triomphant que seul moi pouvais voir. Elle pensait avoir gagné, et en regardant autour de la salle d'audience les visages remplis de sympathie pour elle et d'inquiétude pour moi, j'étais terrifiée qu'elle puisse avoir raison. La suspension d'audience m'a semblé une éternité. Je suis restée assise, seule, à la table de la défenderesse, regardant Florence tenir sa cour dans le couloir, entourée de visages sympathiques et de têtes qui acquiesçaient. Elle s'était parfaitement positionnée, la belle-fille dévouée faisant des sacrifices déchirants pour une femme trop fière pour accepter de l'aide. Mathieu se tenait à ses côtés, son visage un masque de culpabilité et de confusion. Je pouvais le voir se débattre avec ce qu'il avait entendu, se demandant probablement si la mère qu'il avait connue toute sa vie était devenue une étrangère. Florence avait si bien fait son travail que mon propre fils doutait de ses souvenirs de moi. Le juge Martin est retourné sur son siège. Et j'ai senti le poids de 30 ans d'expérience juridique s'installer sur mes épaules. C'était le moment, ma chance de me défendre contre l'assassinat de caractère le plus sophistiqué que j'ai jamais vu. Tout ce que j'avais appris sur les preuves, les témoignages et la nature humaine devait me servir maintenant. Madame Dubois, vous pouvez présenter votre défense. Je me suis levée lentement, rassemblant les quelques documents que j'avais réussi à préparer. Sans avocat, je devais me représenter moi-même, ce qui signifiait que j'allais contre-interroger des témoins et présenter des preuves devant des collègues qui me connaissaient comme juge, pas comme accusé. Votre honneur, j'aimerais appeler le docteur Marguerite Foster à la barre. Le docteur Foster était mon médecin traitant depuis 12 ans. J'avais réussi à la convaincre de témoigner à la dernière minute, bien qu'elle ait semblé réticente à s'impliquer dans ce qu'elle appelait une affaire de famille. Docteur Foster, quand m'avez-vous examiné pour la dernière fois, il y a 2 semaines pour votre examen annuel, et quelle a été votre évaluation de ma fonction cognitive ? Madame Dubois n'a montré aucun signe de déficience cognitive. Sa mémoire était vive, son raisonnement clair, et ses réponses aux questions sur l'état mental étaient toutes dans les normes.
Lambert a objecté. Votre honneur, ce témoin n'a pas été divulgué avant. Votre honneur, ai-je interrompu, le docteur Foster est mon médecin traitant. Son témoignage est directement pertinent pour les affirmations médicales faites par l'expert de la requérante, qui ne m'a jamais examiné du tout. Le juge Martin a autorisé la poursuite du témoignage. Docteur Foster, êtes-vous au courant de conditions médicales que j'aurais et qui affecteraient ma capacité à vivre de manière indépendante ? Aucune. Madame Dubois est en excellente santé pour son âge. Sa tension artérielle est bien contrôlée, sa fonction cognitive est intacte et elle maintient un mode de vie actif. Vous ai-je déjà parlé d'incidents de confusion, de perte de mémoire ou de désorientation ? Non. Dans toutes nos interactions, Madame Dubois a été articulée, bien informée sur sa santé et complètement compétente pour prendre ses propres décisions médicales. Le contre-interrogatoire de Lambert fut bref, mais pointu. Docteur Foster, n'est-il pas vrai qu'un stade précoce de démence peut être difficile à détecter en milieu clinique ? C'est exact, mais... Et les patients se présentent souvent différemment à leur médecin qu'à la maison. Parfois, oui. Donc, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que Madame Dubois puisse connaître un déclin cognitif qui ne s'est pas encore manifesté dans votre cabinet ? Le docteur Foster a hésité. Je ne peux exclure aucune possibilité complètement. Mais sur la base de mon examen et de ma relation continue avec Madame Dubois, je ne vois aucune preuve de déficience cognitive. C'était pas un soutien sans faille, mais c'était quelque chose. J'ai rappelé ma voisine Danielle Voisin à la barre, malgré les objections de Lambert. Madame Voisin, vous avez témoigné plus tôt de vos inquiétudes concernant mon état mental. Qui a d'abord attiré votre attention sur ces inquiétudes ? Eh bien, c'était Florence. Elle est passée il y a environ 3 semaines. Avant cette conversation avec Florence, aviez-vous remarqué quoi que ce soit d'inquiétant dans mon comportement ? Danielle parut mal à l'aise. Non, je n'avais rien remarqué. Vous avez toujours été très vive, Hélène. J'ai même été surprise quand Florence a mentionné des problèmes parce que vous me sembliez tout à fait bien. Après que Florence vous ait parlé, vous êtes-vous surprise à chercher des signes de confusion ou de problèmes de mémoire dans nos interactions ? Eh bien, oui. Elle m'a demandé de garder un œil sur vous. Et avez-vous trouvé de tels signes ? Danielle est restée silencieuse un long moment. Pas vraiment. Non. Vous avez été la même Hélène que vous avez toujours été. Madame Voisin, lorsque vous avez témoigné de ma confusion concernant le jour de la semaine, pouvez-vous vous souvenir de l'incident spécifique ? Eh bien, Florence m'en a parlé, mais je n'y ai pas assisté moi-même. Une autre fissure dans leur fondation. J'ai continué. En fait, Madame Voisin, avez-vous personnellement été témoin de l'un des incidents décrits dans le témoignage d'aujourd'hui ? Non, je n'en ai vu aucun. Donc, votre témoignage était entièrement basé sur ce que Florence vous a dit de chercher et de rapporter. Le visage de Daniel est devenu rouge vif. Je suppose que, oui, Lambert a objecté, mais le mal était fait. Je révélais systématiquement que l'affaire contre moi était construite sur une base de oui, dire et de manipulation. Mais mon prochain mouvement était risqué. Je devais témoigner pour ma propre défense. Et je savais que Lambert essaierait de me piéger lors du contre-interrogatoire. Votre honneur, j'aimerais témoigner pour ma propre défense. En me dirigeant vers la barre des témoins, j'ai senti les yeux de tout le monde dans la salle d'audience sur moi. C'était mon moment de dire ma vérité, de leur montrer qui j'étais vraiment sous les couches de mensonges que Florence avait construites. Madame Dubois, ai-je commencé, me représentant moi-même dans l'étrange expérience de m'interroger. Pouvez-vous dire à la cour quelle est votre situation de vie actuelle ? Je vis de manière indépendante dans la maison que je possède depuis 23 ans. Je gère toutes mes propres affaires financières, médicales et personnelles. Je conduis pour me rendre à mes rendez-vous, j'entretiens ma propriété et je mène une vie sociale active. Êtes-vous au courant des allégations portées contre vous aujourd'hui ? Je le suis, et elles sont fausses. Chaque incident décrit par Madame Florence Dubois soit n'a jamais eu lieu, soit a été grossièrement déformé. J'ai passé en revue chaque allégation méthodiquement, fournissant le contexte et contredisant les mensonges avec des faits. L'incident de confusion nocturne n'a jamais arrivé. La conversation hostile avec Mathieu, une pure invention. Les risques pour la sécurité, des incidents domestiques normaux montés en épingle. Madame Dubois, comprenez-vous pourquoi votre famille pourrait s'inquiéter pour votre bien-être ? Je comprends que mon fils m'aime et veut me protéger. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a choisi de croire la parole de quelqu'un qui l'a systématiquement trompé, plutôt que de faire confiance à ses propres 38 ans d'expérience avec moi.
Quand Lambert s'est levé pour le contre-interrogatoire, je me suis préparée. Madame Dubois, n'est-il pas vrai que vous avez été réticente à accepter l'aide de votre famille? J'ai été réticente à accepter une aide dont je n'ai pas besoin, oui. Et n'est-il pas possible que votre jugement sur l'aide dont vous avez besoin soit altéré? Est-il possible qu'une femme qui a passé 30 ans à prendre des décisions juridiques complexes, qui gère ses propres finances, qui entretient sa propre maison et qui n'a aucune preuve médicale de déclin cognitif, soit réellement compétente pour évaluer ses propres besoins? Oui, je crois que ce n'est pas seulement possible, mais probable. Madame Dubois, plusieurs témoins ont parlé de comportements inquiétants. Êtes-vous en train de dire qu'ils mentent tous? C'était le piège. Si je disais oui, j'aurais l'air paranoïaque. Si je disais non, j'admettrais les comportements. Je dis que plusieurs témoins ont parlé de comportements qui ont été soit mal interprétés, soit, dans certains cas, complètement fabriqués. Je dis que lorsque vous préparez les gens à chercher des signes d'incompétence, ils les trouvent souvent même là où ils n'existent pas. C'est une accusation très grave, Madame Dubois. Oui, ça l'est. Et je suis prête à le prouver. J'ai fouillé dans mon dossier et j'ai sorti un document que j'avais préparé ce matin-là. Une chronologie de chaque interaction que j'avais eue avec Florence au cours des 6 derniers mois, avec des dates, des témoins et de la documentation si disponible. Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce à conviction A, une chronologie complète montrant le schéma d'incident fabriqué qui constitue la base de cette requête. Lambert a objecté, affirmant que la chronologie était irrecevable, mais le juge Martin l'a admise comme preuve. Alors que je passais en revue chaque incident, montrant comment Florence avait soit créé de fausses urgences, soit tordu des événements normaux en signe d'incompétence, je pouvais voir l'atmosphère dans la salle d'audience commencer à changer. Les gens commençaient à prêter attention aux détails, à remarquer les incohérences dans le récit soigneusement construit de Florence. Mais le vrai tournant est venu lorsque le juge Martin a posé une question qui a tout changé. Madame Dubois, cette procédure judiciaire requiert une compréhension significative des processus et procédures légales. Vous êtes représenté vous-même aujourd'hui, avez contre-interrogé des témoins, présenté des preuves et avancé des arguments juridiques. Comment conciliez-vous ce niveau de compétence avec les allégations de déclin cognitif? J'ai pris une profonde inspiration. C'était mon moment. Votre honneur, je le concilie en soulignant que les allégations sont fausses. Je suis Hélène Dubois. Pendant les 28 dernières années, j'ai servi comme magistrate dans ce même palais de justice. J'ai présidé des centaines d'affaires, y compris de nombreuses procédures de tutelle. Je ne suis pas une femme âgée confuse qui a besoin d'être protégée d'elle-même. Je suis une juriste à la retraite qui est ciblée par quelqu'un qui voit mon indépendance comme un obstacle à ses propres ambitions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre les gens s'agiter sur leurs sièges, murmurer entre eux. Les yeux du juge Martin se sont légèrement écarquillés, bien qu'il ait maintenu son calme professionnel. « Madame Dubois, êtes-vous en train de dire que vous êtes la juge Hélène Dubois de ce tribunal ?»« C'est exact, votre honneur. » Le juge Martin a baissé les yeux sur ses dossiers, puis m'a regardé de nouveau. « Madame Dubois, je vais suspendre l'audience pour examiner les archives du tribunal. » Alors que le marteau tombait, j'ai vu le visage de Florence devenir blanc pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Elle avait l'air véritablement effrayée. Mathieu me fixait, comme s'il me voyait pour la première fois, la bouche légèrement ouverte par le choc. La vérité était enfin sortie. Maintenant, je devais espérer qu'il n'était pas trop tard pour me sauver du piège que ma propre belle-fille avait si soigneusement construit. La suspension de 30 minutes m'a semblé être la plus longue demi-heure de ma vie. Je suis restée assise dans le couloir, observant la dynamique du palais de justice changer comme des plaques tectoniques. La nouvelle s'était répandue rapidement dans le bâtiment que la juge Hélène Dubois se battait contre une requête de mise sous tutelle déposée par sa propre famille. Des greffiers avec qui j'avais travaillé pendant des décennies se sont approchés de moi avec des expressions choquées et des mots de soutien chuchotés. « Madame la juge, nous n'en avions aucune idée », a dit Maria Santos, la greffière en chef. « Quand j'ai vu votre nom sur le rôle, j'ai supposé que c'était une coïncidence. » Mathieu se tenait de l'autre côté du couloir, me fixant avec une expression que je ne pouvais pas lire. La confusion, la honte, et quelque chose qui aurait pu être le début d'une prise de conscience vacillait sur son visage. Florence était introuvable, mais je pouvais entendre sa voix au coin du couloir, parlant à voix basse et urgente au téléphone. Lorsque nous avons repris, le comportement du juge Martin avait complètement changé. Il avait clairement passé la suspension à examiner mon dossier judiciaire, et le poids de ce qui se passait s'était abattu sur lui. Avant de continuer, hâté il annonçait «
Je tiens à déclarer pour mémoire que la juge Hélène Dubois a servi avec distinction dans ce palais de justice pendant 28 ans, avant sa retraite il y a 10 à 8 mois. Son dossier parle de lui-même. Le murmure qui a traversé la salle d'audience était audible. Je pouvais voir les gens réévaluer tout ce qu'ils avaient entendu, voyant le témoignage de Florence sous un tout autre angle. Maître Lambert a poursuivi le juge Martin. Je suis troublée par le fait que votre cliente n'ait pas divulgué le parcours professionnel de Madame Dubois dans la requête. Cela semble être une omission significative. Lambert parut mal à l'aise pour la première fois de la journée. Votre honneur, ma cliente n'était peu. Être pas consciente de la pertinence. Maître Lambert, votre cliente a vécu dans le même foyer que la juge Dubois pendant 8 ans. Elle a assisté à des fêtes de départ à la retraite et à des événements judiciaires. L'idée qu'elle n'était pas consciente de la capacité professionnelle de Madame Dubois met à l'épreuve la crédulité. J'ai saisi l'occasion. Votre honneur, puis-je présenter des preuves supplémentaires? Procédez, Madame Dubois. Je me suis levée et me suis dirigée vers la table des preuves, récupérant un épais dossier que j'avais gardé en réserve. Votre honneur, j'aimerais présenter une série de documents qui, je crois, éclaireront la véritable nature de cette affaire. Le premier document était une analyse financière détaillée que j'avais préparée la veille, montrant mes actifs, mes revenus et mes dépenses au cours des 2 dernières années. Ceci montre que ma gestion financière a été exemplaire. Chaque don, chaque investissement, chaque dépense a été soigneusement considérée et largement dans mes moyens. La deuxième série de documents était de la correspondance avec diverses organisations où je faisais du bénévolat et siégeais à des conseils d'administration. Ces lettres de l'association d'aide juridique, du barreau et de la fondation communautaire montrent que je suis restée activement engagée dans un travail significatif depuis ma retraite. Aucune de ces organisations n'a exprimé la moindre inquiétude quant à ma compétence. Mais la troisième série de documents était mon option nucléaire. Votre honneur, j'aimerais également présenter ces relevés téléphoniques qui montrent un schéma de communication entre Madame Florence Dubois et plusieurs des témoins d'aujourd'hui dans les jours précédents, immédiatement leur témoignage. Lambert s'est levé d'un bond. « Objection ! Ces relevés ont été obtenus sans. Votre honneur !» Et j'interrompus. Ce sont mes propres relevés téléphoniques montrant les appels passés à ma résidence. J'ai tout à fait le droit de les présenter. J'ai parcouru la chronologie méthodiquement. Le lendemain du dépôt de la requête par Florence, elle avait passé un appel de 15 minutes à Jennifer, la femme qui m'avait filmée au supermarché. 2 jours plus tard, un appel de 12 minutes à Madame Voisin. La veille de l'audience, un appel de 20 minutes au capitaine des pompiers qui avait témoigné sur l'incident du détecteur de fumée. Votre honneur, ce schéma suggère une coordination des témoins qui va bien au-delà de la préparation normale d'un cas. Cela suggère une subornation de témoins. Mais ma preuve la plus accablante est venue ensuite. Votre honneur, j'aimerais présenter cet enregistrement audio. Lambert était de nouveau sur ses pieds. Objection. Aucune base n'a été établie pour. Votre honneur, il s'agit d'un enregistrement de mon système de sécurité domestique que j'ai installé le mois dernier après avoir commencé à soupçonner que j'étais surveillée. Le juge Martin a examiné les spécifications techniques du système d'enregistrement et l'a admis comme preuve. L'audio datait de 3 jours avant l'audience. La voix de Florence était parfaitement claire alors qu'elle parlait à quelqu'un au téléphone, debout sur mon perron, croyant apparemment que je n'étais pas à la maison. La vieille bique est plus coriace que je ne le pensais. La voix de Florence a retenti dans les haut-parleurs de la salle d'audience. Mais peu importe. Même si elle se bat, qui va la croire face à nous tous? Mathieu est complètement convaincu et une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons vendre cette maison et la mettre quelque part où elle ne pourra plus causer de problème. La salle d'audience a explosé, les gens ont halté. Certains se sont levés et j'ai pu entendre des murmures de colère dans toute la galerie. Mathieu avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Mais la voix de Florence a continué sur l'enregistrement. Ne t'inquiète pas pour le juge. Martin est un type de la vieille école qui pense que la famille c'est mieux que tout. D'ailleurs, cette idiote n'a même pas engagé d'avocat. Ce sera fini avant midi et ensuite nous pourrons avancer avec nos plans. Le juge Martin a frappé de son marteau pour ramener l'ordre, son visage sombre. « Madame Dubois, dit-il, avez-vous d'autres enregistrements ?»« Oui, votre honneur. » L'enregistrement suivant était encore plus dommageable. C'était Florence qui expliquait à Jennifer ce qu'elle devait dire sur l'incident du supermarché. « Dis simplement qu'elle avait l'air confuse et désorientée. Ne mentionne pas qu'elle comparait les prix ou lisait les étiquettes. Fait en sorte qu'on ait l'impression qu'elle errait perdue. Mais elle n'avait pas l'air perdue, Florence. Elle avait l'air de faire ses courses.
Jennifer, veux-tu m'aider à protéger l'héritage de Mathieu ou non? Parce que si ça ne marche pas, cet argent ira dans des maisons de retraite et chez des avocats au lieu de rester dans la famille. L'enregistrement final était le plus dévastateur. C'était Florence parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas identifier à propos de l'incident du détecteur de fumée. J'ai besoin que tu appelles les pompiers et que tu signales un possible feu de cuisine à cette adresse. Ne donne pas ton nom. Dis simplement que tu t'inquiètes pour une résidente âgée qui pourrait être en danger. Florence, c'est une fraude. Je pourrais avoir des ennuis pour avoir fait un faux signalement. C'est pas faux si tu es sincèrement préoccupé par la sécurité de quelqu'un. Et tu es préoccupé, n'est-ce pas? Tu es préoccupé que Hélène puisse se blesser avec son état mental déclinant. Au moment où les enregistrements se sont terminés, la salle d'audience était dans le chaos. Mathieu avait mis sa tête dans ses mains et pleurait visiblement. Plusieurs personnes dans la galerie criaient sur Florence, qui était devenue complètement blanche et semblait en état de choc. « Ordre !» Le juge Martin a frappé son marteau à plusieurs reprises. « Je veux l'ordre dans cette salle d'audience. » Quand le bruit s'est calmé, il s'est tourné vers Lambert. « Maître Lambert, votre cliente souhaite-t-elle retirer cette requête ?» Lambert consultait frénétiquement Florence, qui semblait avoir une sorte de crise de nerfs. Elle secouait la tête violemment et semblait nier ce que tout le monde venait d'entendre de ses propres oreilles. « Votre honneur, dit finalement Lambert, ma cliente maintient que ces enregistrements sont sortis de leur contexte et ne reflètent pas. » Maître Lambert, la voix du juge Martin était glaciale. Ces enregistrements documentent votre cliente discutant de subornation témoin, de fraude et de faux signalements à la police. Suggérez-vous sérieusement que nous devrions ignorer des accusations criminelles à cause du contexte ? C'est alors que Florence a commis sa plus grosse erreur. Elle s'est levée soudainement, pointant un doigt accusateur vers moi. « Elle ment », a-t-elle crié. « Ces enregistrements sont des faux. Elle a probablement payé quelqu'un pour les fabriquer, pour me piéger. C'est exactement le genre de comportement paranoïaque dont je parlais. » Le silence qui a suivi était mortel. Chaque personne dans cette salle d'audience regardait une femme qui venait d'accuser une juge à la retraite de fabriquer des preuves et de faire de faux signalements à la police. La même femme qui, quelques minutes plus tôt, avait été enregistrée en train de discuter de la manière de manipuler la procédure même à laquelle nous assistions. La voix du juge Martin, quand il a finalement parlé, portait le poids de 3 décennies sur le banc. « Madame Florence Dubois, vous êtes reconnue coupable d'outrage à magistrat. Huissier, veuillez escorter Madame Dubois en cellule en attendant des poursuites pénales pour parjure, faux signalement à la police et subornation de témoins. » Alors que l'huissier s'approchait d'elle, le sang-froid de Florence s'est complètement effondré. « Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des enfants. » J'essayais juste de protéger ma famille. Elle va bientôt mourir de toute façon, et qu'arrivera-t-il à Mathieu? Qu'arrivera-t-il à l'héritage de mes enfants? Avec ces mots, elle avait révélé sa véritable motivation à la vue de tous. Il ne s'était jamais agi de ma sécurité ou de mon bien-être. Il s'était agi d'argent et de contrôle, de m'éliminer en tant qu'obstacle à ses plans pour ce qu'elle considérait comme son héritage légitime. Alors qu'il l'emmenait menotter, criant toujours sur ses droits et à quel point tout cela était injuste, Mathieu s'est finalement approché de moi. Son visage était strié de larmes et il ressemblait à un homme qui venait de voir son monde entier s'effondrer. « Maman » a-t-il murmuré, « je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment j'ai pu être si aveugle. » J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé et aimé, qui avait été si complètement manipulé qu'il avait témoigné contre moi en audience publique. La blessure était toujours là, vive et profonde. Mais en dessous, il y avait autre chose. Le soulagement qu'il voit enfin la vérité. « Nous parlerons plus tard, mon chéri, » dis-je doucement. « Pour l'instant, je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour digérer ce qui vient de se passer. » Le juge Martin a rejeté la requête avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pourrait jamais être redéposée. Il a également ordonné une enquête sur tous les témoins qui avaient participé au stratagème de Florence, en particulier ceux qui avaient fait de fausses déclarations sous serment. En sortant du palais de justice, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, la liberté. Non seulement de la menace immédiate que Florence avait posée, mais des années passées à marcher sur des œufs autour d'elle, à me remettre en question, à me demander si ses critiques subtiles et ses suggestions pouvaient avoir un fond de vérité. Mais ma victoire avait un coût. Ma relation avec Mathieu était endommagée, peut être de manière irréparable. Ma foi en la loyauté familiale avait été brisée. Et je savais que même si j'avais gagné cette bataille, la guerre pour l'âme de mon fils était loin d'être terminée. Pourtant, en sortant sous le soleil de l'après-midi, je me suis permis un moment de satisfaction.
Florence avait sous-estimé exactement à qui elle avait affaire. Elle avait oublié qu'avant d'être la mère ou la belle-mère de quiconque, j'étais Hélène Dubois. Et je n'abandonne pas sans me battre. 6 mois après l'audience, j'étais assise dans mon jardin quand la voiture de Mathieu s'est garée dans mon allée. C'était devenu notre routine. Des visites le dimanche après-midi où nous reconstruisions lentement ce que Florence avait failli détruire. Le processus était douloureux, comme une rééducation après une blessure dévastatrice. Mais nous étions tous les deux déterminés à guérir. Il avait l'air plus vieux, les derniers mois ayant gravé des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt, et bien qu'il ait obtenu la garde des enfants, les frais de justice et le bilan émotionnel l'avaient changé fondamentalement. Comment Emma et Tyler s'adaptent? Et je demandais alors qu'ils s'installaient dans le fauteuil à côté de moi. Mes petits-enfants, pris au milieu de la manipulation de leur mère et du réveil de leur père, voyaient une thérapeute familiale pour les aider à mieux comprendre ce qui s'était passé. Mieux, a dit Mathieu, bien que sa voix portait encore le poids de la culpabilité. Emma a demandé de tes nouvelles hier. Elle veut savoir quand elle pourra revenir te voir. Il m'avait fallu des mois pour me sentir à l'aise avec les enfants, non pas parce que je leur reprochais les actions de leur mère, mais parce que Florence avait passé des années à les empoisonner contre moi de manière subtile. Emma, maintenant âgée de 9 ans, avait appris à me voir comme la grand-mère qui ne se souciait pas assez de leurs anniversaires parce que Florence interceptait mes cadeaux. Tyler, 7 ans, s'était fait dire que j'étais trop vieille et fragile pour jouer avec eux correctement parce que Florence voulait limiter notre temps de complicité. « Amène les dimanches prochains », dis-je. « Je ferai ce gâteau au chocolat que Tyler aime tant. » Mathieu a hoché la tête, puis a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Le procureur a appelé hier. La sentence de Florence est fixée pour le mois prochain. J'ai pris l'enveloppe, mais je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Florence avait plaidé coupable à de multiples accusations plutôt que de risquer un procès qui aurait exposé encore plus de sa manipulation. Les preuves contre elle étaient accablantes une fois que les enquêteurs avaient commencé à creuser dans son schéma de comportement. « Vas-tu y assister ?» a demandé Mathieu. J'ai réfléchi à la question. Une partie de moi voulait être là pour voir la justice rendue pour ce qu'elle m'avait fait subir. Mais une plus grande partie de moi était simplement fatiguée d'avoir Florence au centre de mes pensées. Non, dis-je finalement. J'ai passé assez de temps dans l'orbite de cette femme. Je préfère me concentrer sur notre famille pour aller de l'avant. L'enquête qui a suivi l'audience avait révélé la véritable ampleur de la manipulation de Florence. Elle m'avait systématiquement isolée de mes amis et de ma famille pendant des années, semant des doutes subtils sur ma capacité mentale, tout en se positionnant comme ma principale aide et avocate. Elle avait conditionné Mathieu à avoir des comportements normaux liés au vieillissement, comme des signes de déclin, et elle avait créé un réseau de personnes prêtes à confirmer son récit. Le plus dommageable de tout, elle planifiait cette requête de tutelle depuis plus d'1 an, documentant soigneusement les incidents et construisant son dossier avec la patience d'un prédateur traquant sa proie. La chose à laquelle je n'arrête pas de penser, a dit Mathieu en regardant ses mains, c'est à quel point je l'ai cru. Elle m'a fait douter de mes propres souvenirs de toi, de mes propres expériences. J'ai commencé à me demander si la mère que j'avais connue toute ma vie avait vraiment existé. J'ai tendu la main et pris la sienne. C'est ce que font les manipulateurs habiles, mon chéri. Ils ne mentent pas seulement aux autres. Ils font mentir leurs victimes à elles-mêmes. Mais j'aurais dû savoir, j'aurais dû te faire confiance plutôt qu'à elle. Tu l'aimais, tu voulais croire le meilleur d'elle. Il n'y a aucune honte à cela. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les rosiers que j'avais soignés s'épanouir sous le soleil de l'après-midi. C'étaient les mêmes rosiers pour lesquels Florence avait suggéré que j'engage quelqu'un car le jardinage devient si difficile avec l'âge. Maintenant, ils prospéraient sous mon attention directe. Un petit symbole de l'indépendance pour laquelle je m'étais si durement battue. « Maman, dit finalement Mathieu, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Je me suis préparée, ne sachant pas ce qui allait arriver. Est-ce que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait dans cette salle d'audience, pour avoir choisi sa parole contre la tienne ?» La question flottait dans l'air entre nous. C'était la conversation vers laquelle nous tendions depuis des mois. Celle qui déterminerait si notre relation pourrait vraiment guérir ou resterait à jamais endommagée par ce qui s'était passé. « Mathieu, dis-je avec soin, le pardon n'est pas le mot juste. Tu as été une victime aussi, tout comme moi. Florence a passé des années à te conditionner à douter de moi, à me voir à travers son filtre. Tu ne m'as pas trahi délibérément. Tu as été manipulé pour le faire. Il pleurait maintenant, des larmes qu'il retenait depuis des mois, qui finissaient par déborder.
mais j'ai témoigné contre toi. J'ai dit des choses qui auraient pu te coûter ta liberté. Et puis tu as écouté quand la vérité est sortie. Tu n'as pas persisté dans les mensonges ou essayé de protéger ton ego. Tu as fait face à ce qui s'était passé et tu t'es engagé à réparer les choses. Cela demande du courage. Le processus de guérison n'avait pas été facile. Il y avait des jours où la blessure semblait fraîche, où je me souvenais du regard sur le visage de Mathieu alors qu'il témoignait de ma prétendue incompétence. Il y avait des nuits où je restais éveillée, me demandant si je pourrais un jour lui faire à nouveau entièrement confiance. Mais il y avait aussi des moments comme celui-ci où je pouvais voir l'homme que j'avais élevé, foncièrement décent, capable de grandir, prêt à faire le dur travail de reconstruire ce qui avait été brisé. J'ai pensé à quelque chose que la thérapeute a dit, à continuer Mathieu. La thérapeute familiale avait travaillé avec nous tous, nous aidant à comprendre la dynamique qui avait rendu la manipulation de Florence possible. Elle a dit que les familles saines n'exigent pas de leurs membres de choisir un camp, mais les personnes toxiques le font toujours. J'ai hoché la tête. C'était vrai. Florence avait systématiquement créé des situations où Mathieu se sentait obligé de choisir entre soutenir sa femme ou croire sa mère. Elle avait transformé des désaccords familiaux normaux en tests de loyauté, l'entraînant progressivement à me voir comme le problème plutôt qu'à la reconnaître comme la source du conflit. « Je le vois maintenant », a-t-il dit. Toutes ces fois où elle me demandait de te parler de quelque chose, comme si tu étais une enfant difficile au lieu d'une adulte compétente. Toutes ces suggestions sur ce dont tu avais besoin ou ce qui serait le mieux pour toi, sans jamais te demander ce que tu voulais. Le plus triste, dis-je, c'est qu'elle avait tout ce qu'elle aurait pu vouloir. Un mari aimant, de beaux enfants, la sécurité financière. Mais ce n'était pas assez, parce que ce n'était pas le contrôle total. Mathieu est resté silencieux un long moment. Penses-tu qu'elle ait jamais vraiment aimé l'un de nous? Ou étions-nous tous juste des moyens pour arriver à ses fins? C'était une question avec laquelle je m'étais moi-même débattue. Je pense qu'elle aimait l'idée de la vie qu'elle avait construite. Le statut, la sécurité, l'image de la famille parfaite. Mais l'amour exige de voir les autres comme pleinement humains, pas comme des personnages dans votre histoire personnelle. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, Mathieu m'a aidé à arroser le jardin. C'était une simple tâche domestique, mais elle semblait symbolique. 2 personnes travaillant ensemble pour nourrir quelque chose de beau, pour créer plutôt que pour détruire. « Maman », dit-il alors que nous terminions, « je veux que tu saches que je ne laisserai plus jamais personne te traiter comme ça, ni une future partenaire, ni des amis, ni personne. Je sais à quoi ressemble la vraie manipulation maintenant, et je ne me laisserai plus avoir. » J'ai souri à son sérieux, même si je savais que guérir de ce genre d'abus psychologiques était plus complexe que de simplement promettre d'être plus vigilant. Souviens-toi simplement que le plus important est de faire confiance à tes propres instincts. Quand quelqu'un essaie de te faire douter de tes propres perceptions, c'est généralement un signal d'alarme. Ce soir-là, après le départ de Mathieu, j'ai finalement ouvert l'enveloppe qu'il avait apportée. Elle contenait la déclaration d'impact de la victime que je pouvais soumettre pour l'audience de détermination de la peine de Florence. Le procureur m'avait encouragée à y assister, à dire au tribunal comment ces actions avaient affecté ma vie. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un stylo à la main, pensant à ce que je voudrais dire à la femme qui avait essayé de voler ma liberté, ma dignité et ma relation avec mon fils. Mais en commençant à écrire, j'ai réalisé que je n'avais rien à dire à Florence. Mes mots n'étaient pas pour elle, ils étaient pour d'autres victimes qui pourraient les lire un jour. D'autres familles qui pourraient reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard. La forme la plus insidieuse d'abus, ai-je écrit, est celle qui se déguise en amour, quand quelqu'un prétend vous protéger tout en détruisant systématiquement votre autonomie. Quand quelqu'un dit s'inquiéter de votre bien, être tout en vous isolant de vos systèmes de soutien. Quand quelqu'un se positionne comme votre avocat tout en sapant votre crédibilité. Ce ne sont pas des actes d'amour, ce sont des actes de contrôle. J'ai écrit sur l'importance de faire confiance à ses propres perceptions, sur la différence entre une préoccupation sincère et une crise fabriquée, sur la manière dont les manipulateurs habiles utilisent l'amour et la loyauté des autres comme des armes contre eux. Mais j'ai aussi écrit sur la guérison, sur la possibilité de reconstruire des relations endommagées par la manipulation, sur la force qui vient de survivre à une attaque contre votre propre sens de soi. Quand j'ai eu fini, il était presque minuit. J'ai scellé la déclaration dans une enveloppe et l'ai placée sur mon comptoir de cuisine. Demain, je déciderai si je la soumettrai au tribunal.
Ce soir-là, j'étais simplement reconnaissante d'être assise dans ma propre maison, en contrôle total de ma propre vie, entourée des choix que j'avais faits pour moi-même. Florence m'avait sous-estimée depuis le début. Voyant une femme vieillissante plutôt qu'une juge expérimentée, voyant l'isolement plutôt que l'indépendance, voyant la vulnérabilité plutôt que la force. Sa plus grande erreur avait été de croire que parce que j'étais plus âgée, j'étais plus faible. Elle avait appris trop tard que certaines personnes deviennent plus fortes avec l'âge, que l'expérience enseigne des leçons que la jeunesse ne peut imaginer, et qu'une femme qui a passé sa carrière à se battre pour la justice n'abandonne pas simplement lorsque le combat arrive à sa propre porte. En éteignant les lumières et en montant à l'étage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix complète. Pas seulement l'absence de conflit, mais la profonde satisfaction qui vient du fait de tenir bon, de protéger ce qui compte et de refuser de laisser les autres définir votre valeur. Florence allait en prison, mais ce n'était pas ma victoire. Ma victoire, c'était ça. J'étais toujours là, toujours indépendante, toujours moi-même. Et personne ne serait plus jamais autorisé à me l'enlever. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir, vous qui avez écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.